Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, bataille navale à Marseille entre une vingtaine de patrons pêcheurs et Greenpeace. Dans le bateau mouille en rade de Marseille, les pêcheurs thoniers ont copieusement arrosé les écologistes et bloquent l'accès au port. Vers l'interdiction du tabac dans les lieux publics, le projet pourrait aboutir en janvier prochain avec quelques exceptions pour les bars tabac, discothèques et casinos. Le mystère autour des deux rescapés du trimaran naufragé au large du Portugal s'épaissit. Selon le pilote d'un bateau-taxi qui a déposé sur le bateau les deux Français et une troisième passagère, il y avait plusieurs personnes à bord. Journée diplomatique clé dans la crise libanaise avec la venue à Paris de la ministre israélienne des Affaires étrangères. Le Premier ministre Dominique de Villepin a indiqué que la France souhaite aller plus loin dans son engagement pour la paix au Liban. La saison estivale a été bonne en France selon les professionnels du tourisme. En dépit d'une météo chagrine au mois d'août, la Côte d'Azur reste, avec Paris, des destinations fétiches. Daniel Barenboim et son orchestre de la paix ce soir à Paris pour une représentation. 80 musiciens israéliens, palestiniens, jordaniens et libanais, tous en accord autour de la musique. À Marseille, l'après-midi a été agité entre navire thonier et Rainbow Warrior, cerné par les pêcheurs pour le contraindre à repartir vers le large. La préfecture maritime, invoquant un trouble à l'ordre public, a demandé au Rainbow Warrior de quitter la rade de Marseille. Et en fin d'après-midi, le port autonome était totalement bloqué par les thoniers. Sur place, Yvan Martinet et Michel Comin. 17h30, l'armada des 23 thoniers méditerranéens fait corps et converge vers le port de Marseille. Qu'est-ce qui se passe? Le port est fermé à partir de maintenant. Manœuvre d'intimidation, lance à eau, projectiles. Toute la journée, les marins ont empêché l'accès du Rainbow Warrior au vieux port. L'administration n'est pas capable de faire partir un bateau qui porte tant à nos entreprises pêcheurs. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On attend que le préfet, maintenant c'est lui qui va faire. 15 heures, à bord du Rainbow Warrior, les gendarmes, entre leurs mains une interdiction de mouillage. Les écologistes doivent partir sur le champ. Nous sommes coupables de troubles de l'ordre public alors que nous sommes complètement dans nos droits. Nous n'avons absolument rien troublé et nous n'avons absolument cassé aucune loi, aucune régulation. Et donc nous estimons que cette injonction n'est pas du tout justifiée, donc nous la refusons. 8 heures du matin, arc-en-ciel sur le flanc, le bateau phare de Greenpeace se présente face au vieux port. Aussitôt, un thonier vient frôler la proue du Rainbow Warrior. Une vingtaine de chalutiers l'accompagnent. Ils encerclent, puis arraisonnent le 3-mâts. Visiblement, ils veulent nous empêcher, évidemment, d'aller au vieux port, mais même de mouiller pour faire une escale technique. C'est dommage. Pour l'instant, on n'arrivera toujours pas à discuter de l'avenir de la Méditerranée. Discuter, côté pêcheur, il n'en est pas question. Dialogue de sourds. Ils devraient s'occuper, comme normalement ils sont nés pour ça, c'est-à-dire le nucléaire, les marées noires, et ne cassez pas les bonbons à nous, les pêcheurs. Vous voyez pas qu'on a perdu 50% de la flottille. Ce soir, les pêcheurs préviennent qu'ils bloqueront le port jusqu'au départ du Rainbow Warrior. Selon Greenpeace, celui-ci lèvera l'ancre demain à 6 h du matin. Le tabac bientôt interdit dans les lieux publics, c'est ce que pourrait décider le gouvernement alors que la consommation repart en France à la hausse pour la première fois depuis 2002. Il pourrait cependant y avoir des tolérances dans les bars tabac, les discothèques et les casinos. Une mission parlementaire doit rendre un rapport sur cette question début octobre. Le gouvernement prendra ensuite sa décision. Mais selon les évaluations du ministre de la Santé, 66 000 décès sont liés chaque année à la consommation de tabac, dont 5 000 par tabagisme passif. Frédéric Monteil et André Germain. S'en griller une petite, un plaisir, bientôt un délit. Ces panneaux d'interdiction de fumer devraient se multiplier dans les lieux publics. Le coin fumeur vit sans doute ses dernières heures. Même pour le fumeur occasionnel qui aime bien fumer sa petite cigarette après le repas, surtout le soir, ça va être difficile. Si le décret est bel et bien promulgué, le 1er janvier prochain, les accros du mégot n'auront plus que 3 refuges. Les discothèques, les casinos et les bars tabac, avec des aménagements pour protéger le personnel. Moi personnellement, ma santé est affectée par le tabac. Parce que je travaille dans un bar tabac, mais j'en souffre énormément. Plus de cigarettes en public, une mauvaise solution selon les fumeurs. Le décret, tout ça c'est bien bon, mais bon, on peut toujours aller chez soi et puis fumer. Ça n'arrêtera pas le vrai fumeur. De leur côté, les spécialistes de santé publique estiment qu'il faut une interdiction totale dans les lieux publics, comme en Irlande et en Italie. Il ne devrait y avoir aucune exception. La plus ridicule serait celle des discothèques. C'est le lieu le plus pollué où l'exposition est la plus intense.
Actuellement, le tabac tue 66 000 personnes par an, dont 5 000 par tabagisme passif. Le gouvernement se prononcera définitivement en octobre. Petit coup de pouce financier pour les étudiants boursiers qui doivent trouver un premier logement, une allocation de rentrée de 200 €. Une aide jugée insuffisante par l'UNEF. Le gouvernement, par ailleurs, envisage d'exonérer les étudiants de la taxe d'habitation. Explication Nelly Alberola et Nicolas Rançon. En 3e année de fac, Samuel vit toujours chez ses parents. Alors avoir un studio rien qu'à lui, ça le tente bien sûr, mais avec une bourse de 2 000 € pour l'année, il ne peut vraiment pas l'envisager. Pour lui, une allocation de 200 € pour l'aider à s'installer, ce n'est pas assez. Non. 200 €, c'est toujours à prendre, c'est vrai, mais bon, pour payer un loyer, c'est pas ça qui va vraiment dépanner, quoi. 200 €, c'est presque rien aujourd'hui. Avec 200 €, on paye même pas la caution, quoi. Sur les 500 000 étudiants boursiers, seul un cinquième quitte le domicile familial. L'allocation de rentrée universitaire ne concernerait qu'eux. La mesure est loin d'être suffisante et laisse à nouveau de côté les étudiants issus des classes moyennes. Conscient de cette inégalité, Laurent Wauquiez, auteur d'un rapport sur la réforme des bourses, veut aller plus loin. Je veux qu'il soit clair que ça n'est qu'un point de départ et que derrière, il faut continuer sur les autres mesures. Ces autres mesures, c'est quoi? C'est améliorer les délais de versement des bourses, avoir des bourses qui sont versées plus tôt. Et ça, je vais travailler avec les CROUS, académie par académie, pour voir comment est-ce qu'on peut y arriver. C'est faire en sorte également de simplifier les dispositifs, tous les dossiers d'instruction des bourses. Parmi toutes ces nouveautés, la suppression de la taxe d'habitation est à l'étude. La mesure coûterait beaucoup plus cher, mais elle aurait plus d'impact puisqu'elle concernerait près d'1 million d'étudiants. La rentrée scolaire, c'est pour le 4 septembre pour plus de 12 millions d'élèves, de la maternelle à la terminale. Mais demain et après-demain, quelques-uns ont droit à un régime de faveur, si l'on peut dire. Une rentrée anticipée pour 2 millions d'élèves de primaire, répartis sur 14 départements. Tous suivent le rythme de la semaine de 4 jours. Et une rentrée, justement, ça se prépare. Du coup, ce sont les enseignants qui prenaient aujourd'hui le chemin de l'école. Exemple près d'Évreux, à Venables. Reportage Florence Griffon et Vivien Roussel. Par contre, vous savez que maintenant, le PPAP est remplacé par le PPRE. Donc ça a été pondu l'an dernier. À chaque rentrée, ces nouveaux sigles, et il faut bien une petite réunion pour les décrypter. Eux ont déjà tout planifié, du cours d'anglais à la sortie à la piscine, une rentrée anticipée, parfaitement assumée. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie de revoir les élèves, on a envie de repartir avec des cahiers neufs. On est des grands enfants peut-être aussi. Les puzzles, ce sera pour accueillir les petits de la maternelle demain matin. Les plus grands, eux, auront droit au même cahier d'évaluation préparé par la maîtresse. Dans la classe des CP, Joël réfléchit à une nouvelle organisation. Ici, cela fait 10 ans que l'école fonctionne au rythme de 4 jours par semaine. L'année dernière, 95% des parents se sont exprimés en faveur de la formule. Toute l'équipe enseignante y est attachée. Le rythme 2 jours, une coupure 2 jours, c'est très bien. Ils vivent bien, il n'y a pas de souci. Le lundi, ils reviennent reposer. Non, moi je trouve que c'est un bon rythme. Un rythme que Théo et Benjamin ont toujours connu. Et il leur tarde déjà d'être à demain. Moi je suis content parce que je vais retrouver mes copains, mon instituteur. Et je commence un petit peu à m'ennuyer. Du scotch, une gomme. Pour les parents, le principal avantage, c'est d'avoir de vrais week-ends. Inconvénient, les petites vacances comme celle de la Toussaint sont aussi plus courtes. Là où les autres avaient 15 jours, nous je crois on avait un peu moins. Et bon, c'est vrai qu'on ressent une certaine fatigue là, sur ces périodes-là. Théo, lui, est en pleine forme pour rentrer. On verra demain s'il aura toujours autant le sourire. Et à l'approche de cette rentrée, pour ceux qui ont fait l'impasse sur les cahiers de vacances, reste une dernière semaine de révision intense. Des remises à niveau sont offertes, si l'on peut dire, par des sociétés spécialisées dont les services et les tarifs sont très variables. Julia Delage et Tristan Lebras. Tout le monde a des feuilles, je suppose, parce que j'en vois pas beaucoup sur la table. Cette fois, c'est sûr, les vacances sont bien loin. En tout cas pour ces élèves qui débutent un stage de pré-rentrée dans un organisme privé. 2 heures de maths quotidiennes pendant 10 jours. C'est pour déjà essayer de se remettre dans le bain parce que j'ai l'impression que j'ai tout oublié pendant les vacances. Je préférais revoir, partir sur de bonnes bases pour ma première S. Donc les vacances sont définitivement finies pour toi? Non, c'est que 2 heures par jour, donc... Je ferai la même chose. 190 € le stage, histoire de partir du bon pied. La plupart des élèves, c'est pour se sécuriser, c'est pour qu'ils soient dans leur tête, qu'ils aillent bien.
Et pour cela, les offres ne manquent pas. Très prisé, le prof particulier. Aujourd'hui, on le trouve sur Internet et on le fait venir à la maison. Une formule qui plaît à Milena. Aujourd'hui, elle révise la chimie, une piqûre de rappel qui rassure sa maman parce que l'entrée au lycée, pas question de la rater. La seconde est une année extrêmement importante et par rapport à ça, il me semble important de déjà faire des révisions un peu générales qui puissent lui permettre d'avoir le pied à l'étrier un peu plus rapidement. Ils veulent tant de points sur leur moyenne, tant de points en plus, c'est ça qu'ils cherchent. Vraiment de la performance, du court terme, c'est pas sur du long terme, du cours particulier, on y va, on vient vraiment pour une demande ponctuelle, tant d'heures de cours, pour vraiment obtenir un résultat. Malgré des prix qui dépassent parfois les 60 € de l'heure, le marché du soutien scolaire n'a jamais été si florissant. Estimé à 450 millions d'euros, il progresserait de 10% tous les ans. Au Portugal, le mystère du trimaran français s'épaissit. 3 jours avant le naufrage, un bateau-taxi aurait conduit à bord du bateau le couple de Français interpellés et une deuxième femme parlant elle aussi français. Et selon le pilote de ce bateau-taxi, il y avait à bord le propriétaire, sans doute André Le Floch, retrouvé mort, mais aussi 3 ou 4 autres personnes dont les suspects n'ont, semble-t-il, jamais fait mention. Tout porte à croire qu'ils ont largement menti sur les circonstances du drame. Christelle Bertrand. Le récit de Thierry Bayle et Corinne Caspar est de moins en moins crédible et leur histoire n'en finit pas de se compliquer. L'autopsie du skipper André Le Floch, retrouvé mort dans son trimaran, a révélé qu'il n'est pas mort noyé. Il a été frappé à la tête et au cou, ligoté et lesté de plomb. Alors que ces éléments accablent déjà les Français, ce pilote de bateau-taxi affirme cet après-midi qu'à bord du trimaran, les 2 Français n'étaient pas seuls. J'ai emmené ces 2 Français et une autre femme d'environ 40 ans. Il y avait déjà 4 ou 5 autres personnes sur le trimaran, tout le monde parlait français. Si cet homme dit vrai, où sont passés les autres passagers? Corinne Caspar et Thierry Bayle montent donc à bord du trimaran le 15 août au large de Faro. Combien sont-ils à naviguer pendant 2 jours? Le 17 août, le bateau fait naufrage au large du Cap Saint-Vincent. Seuls les 2 Français sont repêchés à bord du canot de sauvetage. Ils affirment alors qu'ils sont frères et sœurs. C'est faux. Thierry Bayle aurait fait irruption dans la vie de Corinne Caspar il y a une dizaine d'années. C'est ce qu'affirme la famille de la Française qui ne souhaite pas parler devant la caméra. Ce qui pourrait arriver de mieux à ma nièce, c'est d'être une circonstance atténuante par rapport à son compagnon qui a pas l'air qui a l'air brutal et qui a une tête qui ne me revient pas. De sa prison, Thierry Bayle estime ridicule et sans fondement les accusations portées contre lui. C'est en tout cas ce qu'il a répété à son avocat ce matin. En Ukraine, 5 occidentaux dont un Français figuraient parmi les victimes de l'accident du Tupolev russe. Les boîtes noires ayant été retrouvées, on devrait savoir dans quelles circonstances l'avion s'est écrasé. Amaury Guibert. Au milieu des champs, un enchevêtrement de débris où s'active encore une centaine de secouristes. Un travail pénible pour retrouver les 170 victimes du crash, parmi lesquelles figure un ressortissant français. Les recherches se sont achevées ce soir. Tous les corps ou fragments de corps ont été placés dans ces sacs noirs. Dans le village voisin de Soukabalka, beaucoup d'habitants ont entendu l'avion se cracher. Certains ont même vu et filmé l'instant. Une chute brutale, un éclair et ce nuage noir après l'explosion. J'ai entendu un énorme bruit dans le ciel, puis j'ai vu l'avion passer au-dessus de chez nous. Après, il est tombé d'un seul coup, comme si le pilote avait voulu éviter notre village. Aucune hypothèse n'est écartée après le crash du Tupolev 154 de la petite compagnie russe Pulkovo. Des sources ukrainiennes parlent d'un incendie à bord, d'autres, côté russe, évoquent la météo très difficile au moment de l'accident. Dans la matinée, les 2 boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées. Leur analyse doit débuter dès aujourd'hui. Au même moment, à Anapa, une station balnéaire sur les bords de la mer Noire, le point de départ de l'avion, des familles effondrées étaient rassemblées dans la salle des fêtes. Même scène à Saint-Pétersbourg, où l'appareil devait atterrir. Des proches des victimes se rendront en fin de journée sur le site du crash. Un deuil national sera observé demain en Russie. Et un avion de la compagnie américaine Northwest qui assurait la liaison entre Amsterdam et Bombay a dû faire demi-tour. Le pilote a considéré que certains passagers avaient un comportement suspect. 2 avions de l'armée néerlandaise ont escorté l'avion jusqu'à son aéroport de départ, Amsterdam, et 12 personnes ont été placées en garde à vue à l'arrivée.
Dans la crise libanaise, il y a urgence à mettre en place les forces d'interposition pour éviter les incidents et les accros au cessez-le-feu. C'est ce qu'a indiqué la ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, en visite à Paris. La France, qui jusqu'en février prochain commande la FNUL au Liban, souhaite aller plus loin dans son engagement pour la paix, a indiqué Dominique de Villepin. Reportage Thierry Tuillier et Jean-François Monnet. Elle est venue à Paris avec un seul message, martelé devant tous ses interlocuteurs. Il y a urgence à agir. Tzipi Livni, la ministre israélienne des Affaires étrangères que nous avons rencontrée cet après-midi, met en garde. Nous sommes au cœur de la période la plus sensible. Si cela dure longtemps, le risque d'explosion augmente. Le Hezbollah regarde ce qui se passe et s'il voit que la communauté internationale est hésitante, nous aurons perdu une occasion. La résolution du Conseil de sécurité a déterminé avec précision le mandat. Et le mandat est clair, il conduit au désarmement du Hezbollah. Moins de précipitations et plus de garanties, voilà en substance la réponse française. La France ne veut pas engager ses soldats dans n'importe quelle condition en risquant l'affrontement avec le Hezbollah. Nous voulons aller plus loin dès lors que les conditions sont réunies et il est extrêmement important pour un pays comme la France, fort de l'expérience qui est la nôtre au Liban, fort de l'expérience internationale sur d'autres théâtres, que toutes les garanties puissent être apportées pour permettre justement un bon déploiement de cette FNUL sur le terrain. Pour la France, c'est par exemple d'abord à l'armée libanaise de désarmer le Hezbollah et de faire appliquer l'embargo sur les armes. Avant de nous quitter, le chef de la diplomatie israélienne a tenu à répondre aux critiques sur les opérations de l'armée israélienne. Si dans un mois, le monde entier sait que l'armée libanaise, avec l'aide de la force internationale, a pu se déployer au sud, qu'on ne peut plus transférer des armes au Liban, que le Hezbollah ne peut plus circuler tranquillement en tant qu'organisation terroriste armée et qu'il est en voie d'être désarmé, c'est une victoire énorme. Dans le cas contraire, Tzipi Livni prévient, l'armée est prête à reprendre ses opérations au Liban. Et justement, sur place au Liban, les militaires français ont pris leur quartier à Naqoura, près de la ville de Tyr. Ils ont commencé par repeindre leurs véhicules aux couleurs de leur nouvelle mission, car certains de ces blindés viennent directement de la KFOR, l'ancienne force au Kosovo. Les légionnaires français du génie devraient rapidement engager des opérations de déminage dans la région. Reportage de nos envoyés spéciaux Samassoula et Mathias Second. Le quartier français de la base de l'ONU à Naqoura. Depuis leur arrivée il y a 5 jours, les 50 légionnaires du 1er régiment étranger du génie ne l'ont pas quitté. Il leur faut d'abord mettre leur véhicule aux couleurs des Nations Unies pour éviter toute confusion. Le terrain, c'est pour la semaine prochaine. Réparer des routes, de l'aide à l'installation et construction ou réparation d'infrastructures. Et cette mission commence par le déminage auquel les soldats français s'entraînent. Pendant cette guerre, 10% des engins n'ont pas explosé. Les routes et les villages bombardés en sont truffés. Aujourd'hui, 3 soldats libanais sont morts en tentant de désamorcer un obus de mortier. S'il y a une bombe qui est tombée, il y en a peut-être une deuxième qui est arrivée avant et qui n'a pas explosé. Il y a des sous-munitions, d'après nos renseignements, éparpillées un peu partout en milieu urbain et en milieu agricole. Après avoir laissé entendre qu'elle prendrait le commandement de cette FNUL renforcée, la France s'est désengagée au profit de l'Italie. Sur la base, seul le commandant français évoque la question. Je ne suis pas déçu, puis d'abord j'ai pas le droit de l'être, parce que j'ai mon béret bleu et mon chef est Kofi Annan. Quand je suis ici, je suis plus français. Enfin au moins, j'allais dire administrativement parlant. Et non, on verra. Quel que soit le choix du commandement, le général estime qu'il faut faire vite. La situation, dit-il, est tendue, fragile, tout peut redémarrer très vite. Seule la France a pour l'instant envoyé des troupes pour renforcer la FNUL. 250 hommes d'ici la fin de la semaine. On est encore bien loin des 15 000 soldats internationaux réclamés par l'ONU. Et puis à Gaza, un groupe jusqu'ici inconnu, les Brigades du Djihad Sacré, a revendiqué l'enlèvement il y a 9 jours de 2 journalistes de la chaîne américaine Fox. Il s'agit de Steve Santani et Olaf Wig. Ils ont été enlevés alors qu'ils préparaient un reportage dans la bande de Gaza. En Colombie, les FARC donnent des nouvelles d'Ingrid Betancourt, plutôt rassurantes. Une équipe a pu rencontrer pour France 2 le porte-parole des forces armées révolutionnaires, Paul Reyes.
Il indique qu'Ingrid Betancourt est en bonne santé et que son amie, Clara Rojas, enlevée en même temps qu'elle en février 2002, a donné naissance à un enfant en captivité. Les deux femmes sont toujours otages des FARC. Dorothée Oliéric. Ce n'est pas une preuve, bien sûr, juste la parole d'un guérillero. Le combattant, c'est lui, Raúl Reyes, le numéro 2 des FARC, rencontré vendredi dernier quelque part dans la jungle colombienne. Il affirme qu'Ingrid Betancourt va plutôt bien. Elle va bien. En tout cas, bien comme on peut l'être dans ces conditions dans la jungle. Avec l'humidité, les moustiques, les abeilles, les guêpes. Elle lit, elle marche, elle fume aussi. Elle fait ce que tout le monde fait en captivité. Voici comment les FARC traitent leurs otages. Des images rares qui témoignent d'un quotidien bien différent de celui décrit par le porte-parole des FARC. Ingrid peut-être vit dans ces conditions. Ingrid Betancourt a-t-elle été sur le point d'être libérée? Jamais. Les FARC libéreront Ingrid et les autres otages dans le cadre d'un accord humanitaire. Aujourd'hui, on a une proposition, demain une autre, rien de sérieux. La dernière preuve de vie remonte à 2003. Depuis, rien, juste une rumeur sur Clara Rojas, la directrice de campagne d'Ingrid. Ici à gauche, la jeune femme aurait eu un bébé en captivité. C'est vrai que Clara a eu un fils? Oui, c'est vrai. Et le papa? C'est un guérillero très gentil. Pourquoi vous ne donnez pas de preuve de vie d'Ingrid Betancourt? On ne veut pas commettre ce genre d'erreur. On ne veut pas exposer nos prisonniers. Ils pourraient être repérés, il y aurait des combats, ils pourraient être tués. Tout ça pour donner une preuve, ça vaut pas le coup. À Bogota, les mamans d'Ingrid et de Clara attendent désespérément, depuis si longtemps, nourries des seules rumeurs. Maintenant, elles veulent des preuves, du concret, de la vie. En France, à Cachan, les expulsés toujours regroupés dans le gymnase, mis à leur disposition provisoirement par le maire socialiste, refusent maintenant toute autre proposition d'hébergement. Problème, les 200 expulsés occupent des locaux qui seront très vite nécessaires, au moins dès la rentrée du 4 septembre prochain. Il y a 10 ans, dans l'église parisienne de Saint-Bernard, justement, 300 Africains sans papier étaient expulsés violemment après 2 mois d'occupation. Et les images des gendarmes mobiles ouvrant la porte de l'église à coups de hache avaient suscité une vive émotion. La plupart des sans-papiers ont été régularisés par la suite. Reportage Anouk Burel et Frédéric Bon. C'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, dans l'église Saint-Bernard, il y avait Nono Lontange, aujourd'hui porte-parole, à l'époque zaïrois sans papier parmi les autres. Ça fait des pincements au cœur, parce que quand je le vois de l'extérieur, je le vis de l'intérieur aussi en même temps. C'était le 23 août 1996. 1500 CRS entrent en force pour évacuer 300 sans-papiers, réfugiés dans l'église depuis près de 2 mois. À l'intérieur, des barricades de chaises. Elles ne résistent pas. Dans l'église, 10 hommes sont en grève de la faim depuis des semaines. Ils sont évacués par le SAMU. À l'extérieur, défilés et cortèges, de nombreuses personnalités affichent ouvertement leur soutien. À Saint-Bernard, Nono Lontange était celui qui remontait le moral des autres en racontant des histoires. 10 ans après, c'est devenu son métier, conteur, artiste. Aujourd'hui, il travaille dans cet atelier, le Théâtre de Verre, à Paris. Il a été régularisé en 1997, parmi les premiers. On m'a donné un récépissé de 3 mois et je suis resté aimable. Et puis, un moment, je me suis ressaisi, je me suis dit vraiment être humilié, tuer l'existence de quelqu'un pour un bout de papier, quoi. Son fils, français, est admis à Sciences Po et c'est une fierté. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il pourrait être expulsé de ses locaux. Je crois que c'est mon destin en France. À côté de son travail, Nono Lontange continue de militer en faveur des sans-papiers. Cet après-midi, il est allé soutenir ceux du gymnase de Cachan. Et cette situation lui rappelle des souvenirs douloureux. C'est dur, hein? C'est dur parce qu'on s'est battu pour qu'on ne voit plus ça. Et 10 ans après, je vois ça. Les situations ne sont pourtant pas les mêmes. À la suite de l'évacuation de Saint-Bernard sur 300 sans-papiers, une dizaine seulement n'ont pas été régularisés. Marie-Georges Buffet dans le Morbihan, elle a appelé à refuser ce qu'elle appelle le piège d'une affiche Sarkozy royal.
à l'élection présidentielle de 2007. C'était au cours d'un meeting, vous le voyez. Le Parti communiste décidera en octobre s'il présentera ou pas un candidat à l'élection présidentielle. En Grande-Bretagne, c'est la saison où tombent les livres. Comprenez les bonus des traders à la bourse et les dividendes des actionnaires qui seront distribués en fin d'année et qui se comptent en millions. Le nombre de millionnaires est en effet en train d'exploser. Un enrichissement dû aussi au boom de l'immobilier. Émergence d'une nouvelle classe sociale, richissime et anonyme. Correspondance à Londres, Loïc Delamornay et Roy Connelly. Pourquoi l'Angleterre est le pays qui compte paradoxalement le plus de pluie et le plus de décapotables? Parce que les Britanniques sont excentriques? Non, parce qu'ils sont riches. Vivienne Harris est agent immobilier. Ce matin, elle fait le tour de ses propriétés en vente dans le très chic quartier de Hampstead. La maison que vous voyez derrière moi est à vendre pour 8 millions d'euros, prix du marché. Mais c'est une des moins chères du quartier. Certaines maisons se sont vendues ici jusqu'à 50 millions d'euros. Tenez, regardez, ça c'est la salle de cinéma. L'immobilier a flambé ces dernières années, rapportant des fortunes. Et Vivienne Harris n'osera pas l'avouer directement, mais elle est millionnaire, elle aussi. Londres ne compte plus les boutiques de luxe, les concessionnaires de voitures à 10 000 euros, la roue, ou encore les très select clubs pour gens fortunés du quartier de Mayfair à 150 000 euros par an de droits d'entrée. Mais qui peut s'offrir tout ce luxe? Il y a les stars, les David Beckham, footballeurs et madame, ex-chanteuse, ou encore les J.K. Rowling, bienheureuse mère d'un petit garçon nommé Harry Potter. Mais l'écrasante majorité des millionnaires britanniques sont anonymes et se croisent dans les bureaux et les rues de la City, le cœur financier de Londres. Certains jeunes financiers reçoivent des bonus annuels qui dépassent 1,5 million d'euros. Résultat, il y a 380 000 millionnaires aujourd'hui, ils seront 1 700 000 en 2020. En 2020, la majorité des millionnaires seront des femmes, grâce notamment aux généreuses indemnités de divorce. Dernière en date, Heather McCartney pourrait récupérer 100 millions d'euros après sa séparation avec l'ex-Beatle. Cette année, les hommes d'affaires et autres Golden Boys de la City vont recevoir en bonus, c'est-à-dire en plus de leur salaire, la somme totale de 30 milliards d'euros. Cette prime équivaut au budget annuel d'un pays comme la Thaïlande. En France, c'est la direction de la répression des fraudes qui effectue des contrôles sur tous les fronts sanitaires et financiers pour assurer le bien-être des estivants. Les campings, hôtels ou paillotes sont passés au crible pour vérifier les normes de sécurité. Reportage Anne Guéry et Alexandra Renard. Une vue imprenable sur la mer. Du coup, le camping de la Dune des Sables affiche 4 étoiles. Le site est idéal pour poser la caravane. Cela arrive sans crier gare. Mission, vérifier que la carte postale n'est pas un trompe-l'œil. Ce sont les inspecteurs de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes. Le patron du camping fait un peu triste mine, il faut dire qu'avec ses contrôleurs, on ne sait jamais. Et on attend toutes sortes de questions à tout sujet, et donc on est forcément un petit peu inquiet des questions qui nous seront posées. Et d'ailleurs, bingo, l'inspecteur Bruno Commeret a trouvé la faille. Vous faites pas mal avec ça? Les planches ne sont pas assez profondes dans le sable pour que les enfants en jouant ne le fassent pas partir, et après on peut tomber et se blesser sur la planche. Pendant 2 heures, tout y passe. L'information aux clients, la conformité des installations, la chaîne du froid et évidemment l'hygiène. Je fais une petite remarque, c'est un peu gras ici, quand on met les doigts, on a besoin de s'essuyer les mains après. Et évidemment l'alimentation, c'est souvent dans la poubelle qu'on trouve les meilleures informations. Oui, parce que nous regardons également dans les poubelles s'il n'y a pas des emballages qui ont été utilisés avec des produits éventuellement périmés. Cet été, 200 000 contrôles de ce type ont été réalisés et 90% des établissements visités ont respecté les normes d'hygiène et de sécurité. Dans 10% des cas, nous avons relevé des anomalies. Et sur ces 10%, à peu près 2 à 3% sont plus graves et donneront lieu à des démarches contentieuses. Des anomalies souvent liées au non-respect de la chaîne du froid. Ce ne fut pas le cas aujourd'hui dans ce camping. Rompez, soufflez. Quelques améliorations à effectuer et le patron peut finir la saison en beauté. Sécheresse plus orage, la récolte du pruneau d'Agen qui s'annonçait excellente sera mauvaise, 30% de moins que prévu. La prune sèche sur les branches. Reportage à Villeneuve sur l'un de nos spécialistes du pruneau, Francis Mazoyer et Bernard Bonarme. La canicule de juillet, premier écueil pour les producteurs. Des températures de plus de 35 degrés ont bloqué la maturation des prunes. Avec 2 semaines de retard, la récolte commence enfin. Vérification de la teneur en sucre. On met le jus de la prune. Donc c'est bien là, pour attaquer la récolte. Autre problème, la sécheresse.
Dans le sud du Lot-et-Garonne, le manque d'eau a précipité la chute des fruits, 40% de pertes dans certaines parcelles. Très fort ensoleillement, peu d'eau, donc l'arbre étant très chargé, il se délaisse d'une partie des fruits pour mieux nourrir ce qui reste sur l'arbre, pour avoir une récolte entre guillemets convenable, avec un bon taux de sucre et de jolis calibres. Dans ce contexte, les agriculteurs locaux pensaient pouvoir irriguer normalement grâce au lac collinaire. Impossible, après 2 hivers très secs, ces réserves d'eau de pluie sont insuffisantes. Vous voyez le niveau de l'eau qui est extrêmement bas. Vous voyez qu'il manque environ 4 à 5 mètres pour avoir donc le lac à son niveau maximum. De l'eau, les orages de l'été en ont bien sûr apporté, mais pas assez et trop tard. Très violents au nord du département, ils ont aussi détruit 450 hectares de vergers. Ce producteur a dû tout arracher juste avant la récolte. On devrait ramasser les prunes en ce moment, et en fait on se retrouve à faire du bois de chauffage. Résultat, alors qu'on annonçait une saison record avec une récolte de plus de 70 000 tonnes, 2006 sera finalement une mauvaise année pour le pruneau d'Agen. Bon bilan de la saison touristique. La Méditerranée est aussi bien lotie que la façade atlantique dont nous vous parlions hier. Près de Perpignan, restaurateurs et hôteliers se frottent les mains. Le mauvais temps des autres régions incite les vacanciers à choisir les plages du sud. Reportage à Argelès-sur-Mer, Léo Lamberton et Pascal Ponce. Camping Nécalé Chantal, bonjour. Non, nous sommes complets, monsieur. Depuis une semaine, c'est le même refrain. D'habitude, après le 15 août, ce camping commence à se vider, mais cette année, il est complet jusqu'à la fin du mois. C'est une très bonne nouvelle que l'on a vu venir depuis quelques temps, mais qui s'est très nettement confirmée ces dernières semaines avec énormément de demandes de dernière minute. Là, vous êtes heureux? Je suis un patron heureux et mes clients avec. Le paradis des campings, c'est ici, Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, la ville d'Europe qui en compte le plus. Fait exceptionnel cette année, ils sont tous complets jusqu'à la fin août, certains même jusqu'au 9 septembre. Peuplés de touristes, fuyant le mauvais temps, comme cette famille bretonne qui a choisi de finir ses vacances au soleil. On voulait profiter du soleil un petit peu, oui. Parce que chez nous, il s'avère que le temps était un petit peu délicat ces derniers temps. Donc, histoire de réchauffer un petit peu, quoi. Argelès a décroché la timbale cette année, car la station a tiré parti du climat très spécial de cet été. On a vu le climat qui fait chez nous, on viendra. En effet, si les campings profitent aujourd'hui du mauvais temps sévissant en France, en juillet, les restaurateurs, eux, ont bénéficié de la canicule. Les gens qui étaient dans l'arrière-pays sont venus sur les plages parce qu'il faisait trop chaud chez eux, ils voulaient un peu de fraîcheur. On les a vus en tant que clients le midi. Les gens qui étaient à la plage, qui sont dans les campings, dans notre station, le soir venaient à la fraîcheur et donc étaient dans les restaurants. Donc pour la canicule, tout à fait positif. Les chiffres définitifs ne seront dévoilés qu'en octobre. Mais d'ores et déjà, on considère que la saison 2006 sera meilleure que l'an dernier et devrait approcher les niveaux records d'il y a 5 ans. Sport avec le mondial de basket au Japon. L'équipe de France, sans doute trop sûre d'elle, s'est fait battre par le Liban 74 à 73. Il est vrai que l'équipe libanaise, composée de chrétiens et de musulmans, avait à cœur de défendre les couleurs de leur drapeau dans les circonstances actuelles. Pour accéder au 8e de finale, la France doit maintenant absolument battre le Venezuela. Ce sera demain. Et puis l'athlète Justin Gatlin sera suspendu pendant 8 ans. L'Américain champion du monde avait été contrôlé positif à la testostérone en avril dernier. Il a reconnu les faits, accepté de coopérer avec l'agence antidopage. Pas de suspension à vie, mais à 24 ans, sa carrière semble sérieusement compromise. Un orchestre pour la paix, c'est l'idée d'un chef d'orchestre reconnu, Daniel Barenboim. Depuis 5 ans, il réunit chaque année de jeunes musiciens de nationalités différentes, 80 virtuoses, arabes, israéliens, palestiniens, libanais ou jordaniens. Et pour la première fois, la tournée s'arrête en France ce soir à Paris. Emmanuel Lambert et Didier Dahan. Et si le Moyen-Orient montrait un tout autre visage, plus de tension ni d'incompréhension entre les peuples, mais une langue commune, la musique. « 80 jeunes musiciens arabes et israéliens dans un même orchestre, c'était le rêve de Daniel Barenboim. À l'orchestre, on apprend à s'exprimer en jouant avec intelligence, avec charme, avec passion, avec tout ce qu'on a, mais parallèlement, simultanément, en écoutant ce que l'autre joue. C'est beaucoup plus fort qu'un dialogue entre êtres humains. Et pour certains, le dialogue n'a pas été facile. Rime est libanaise,
Daniel, israélien. Malgré le contexte politique, ils ont décidé de faire partie de l'orchestre. Au début même, j'ai hésité à venir, moi. Je me suis dit comment je peux venir être entouré d'Israéliens et puis ils font ça à mon pays. Donc c'était vraiment dur. Et puis même, il y a eu des moments qui étaient assez durs, mais en fin de compte, ça permet de connaître l'autre et l'autre de nous connaître pour justement d'approfondir cette relation pour qu'un jour, peut-être qu'on puisse se comprendre et de faire la paix. Ça tient un peu du miracle. Je pense qu'il y a peu de personnes, à part Barenboim, capables de faire ça. En coulisses, à quelques minutes du concert, chacun revit sa propre histoire. Ramzi vient de Ramallah. Pour lui, cette tournée est un choc. J'étais malade parce qu'il y a beaucoup de changements d'un coup, mais c'est je pense que parce qu'on n'est pas habitué de beaucoup bouger. Il y avait dire mes grands-parents depuis 60 ans, ils n'ont pas bougé de Ramallah. Certes, la musique n'arrêtera pas la guerre, mais le temps d'un concert, elle semble bien orchestrer le dialogue et la paix. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet. 20h50, ne manquez pas le premier volet de la saga d'été de France 2, Les secrets du volcan. Demain à 13h, David Boéry. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h demain. Très bonne soirée à tous. Bonsoir.